L'étranger. Cette nuit-là, le baron rêva de malheurs sans nombre, et ses hôtes, les guerriers, torturés par des ombres et des formes, de sorciers, de démons, de grandes larves de cimetière, se débattirent dans les cauchemars. John Keats, La veille de la Sainte-Agnès, 1820. Et paf, on passe sur la bonne scène. Malheureux celui à qui la mémoire de son enfance n'apporte en retour que tristesse et que peur. Il sombre, s'il se retourne sur ses heures solitaires, dans des chambres lugubres, aux teintures obscures et rangées affolantes de vieux livres, où ces vieilles effarées, sous les frondaisons crépusculaires d'arbres gigantesques et entremêlés, dont les branches s'agitent silencieusement bien plus haut. Voici pourtant ce que les dieux m'ont donné, à moi, le déçu, l'insensé, le brisé, l'hébété, et pourtant, combien je trouve mon content à m'accrocher à ces souvenirs flétris, quand mon âme ne s'intéressait que momentanément à atteindre au-delà l'autre. Je ne sais pas où je suis né, sauf que ce château était infiniment ancien et infiniment horrible, plein de passages secrets sous de hauts plafonds, où l'œil ne pouvait distinguer que les toiles d'araignée et les ombres. Les pierres dans les corridors croulants semblaient toujours hideusement humides. Il y avait cette maudite odeur partout, comme venue des corps empilés de générations mortes. Il n'y avait jamais de lumière, c'est pour cela que j'allumais parfois des chandelles et les regardais longuement en guise de soulagement, pas plus qu'il n'y avait de porte vers le soleil. Depuis que ces arbres terribles avaient grandi bien plus haut que la plus haute tour. Il y avait une tour noire qui, elle, passait au-delà des arbres vers le ciel au dehors, mais elle était partiellement en ruine et impossible à escalader, sinon pierre à pierre, le long de son mur abrupt. J'ai dû vivre des années en ce lieu, mais pas possible d'y mesurer le temps. Des gens ont dû avoir souci de mes besoins, mais je ne me souviens d'aucune personne que moi ou quiconque de vivant hors les rats, chauves-souris et araignées furtifs. J'imagine que si quiconque a pris soin de moi, ce devait être quelqu'un de terriblement âgé, puisque ma seule conception d'un être vivant, c'était quelqu'un qui me ressemblait de façon narquoise, aussi distordu, flétri et délabré que le château. Il n'y avait rien de grotesque en mon esprit à ces os et squelettes qui parsemaient les cryptes de pierre sous les fondations profondes. Je les associais fantastiquement aux événements de tous les jours et les considérais bien plus naturels que les images enluminées d'êtres vivants que je trouvais souvent dans les pages de mes livres moisis. De tels livres, j'ai appris tout ce que je sais, aucun percepteur pour me pousser ou me guider, et je ne me souviens d'aucune voix humaine toutes ces années, pas même la mienne. Je n'ai jamais pensé m'essayer à parler fort. Mon aspect aussi faisait partie de ce que je pouvais me représenter, puisqu'il n'y avait pas de miroir dans le château, et c'est par pur instinct que je m'imaginais simplement apparenté à ces jeunes figures que je voyais dessinées ou peintes dans les livres. Je me sentais consciemment jeune, oui, j'avais si peu à me souvenir. Dehors, allongé près d'un fossé putride sous les arbres sombres et muets, je m'allongeais souvent et rêvais pendant des heures à ce que j'avais lu dans les livres. Je me représentais amoureusement parmi des foules joyeuses du monde ensoleillé au-delà de ces forêts sans fin. Une fois, j'essayais de m'enfuir de la forêt, mais comme je m'éloignais du château, l'obscurité se fit si dense que l'air se remplit d'une peur troublante et que, courant comme un forcené pour revenir, je me perdis dans un labyrinthe de silence et de nuit. Ainsi, je rêvais et attendis parmi des crépuscules sans fin, quand bien même je ne savais rien de ce que j'attendais. Alors, dans ma solitude obscure, ma pulsion de lumière devint si effrénée que je n'avais plus de repos et tendais des mains implorantes vers la vieille et solitaire tour noire ruinée qui s'élançait au-delà des arbres vers le ciel inconnu du dehors.
Enfin, je me résolus à escalader cette tour, et tant pis pour la chute, tant il était préférable de voir le ciel et périr que de vivre dans ces jours sans vue. Alors, par une aube froide, je montai les marches de pierre âgées et usées, jusqu'à ce que j'atteigne le point où elles cessaient, puis me cramponnai périlleusement autant que mes pieds trouvaient prise. Un cylindre de roc épouvantable et terrible, mort et lisse, noir, ruiné, déserté et sinistre, réveillant la chauve-souris dont les ailes battaient avec bruit. Mais encore plus épouvantable et terrible, la lenteur de ma progression, à monter au-delà comme je le faisais. L'obscurité qui m'environnait épaississait, et la froideur nouvelle d'un salpêtre entré et vénérable m'assaillissait. Je tremblais en m'étonnant de n'avoir pas atteint la lumière, et j'aurais peut-être préféré rester bloqué en bas. Je réalisais que la nuit m'avait soudainement rejoint, et à tâtons explorais vainement, de ma main libre, si je ne trouvais pas une fenêtre, une embrasure par laquelle je pourrais regarder et, encore mieux, essayer d'apprécier quelle hauteur j'avais atteint. Et tout d'un coup, après une impressionnante et aveugle reptation, en longeant ce précipice concave et désespéré, je sentis que ma tête heurtait une paroi solide et sus que je devais avoir touché le toit, ou au moins une sorte d'étage. Dans l'obscurité, je levai ma main libre et explorai l'obstacle que je trouvais en pierre et inamovible. Alors, j'explorai pour rien le périmètre de la tour, m'accrochant à n'importe quelle prise que le mur visqueux pouvait offrir, jusqu'à ce que, de la main, je trouve au plafond un point plus vulnérable, et, ayant besoin de mes deux mains pour mon effrayante ascension, que je puisse pousser la dalle ou la trappe de la tête. Il n'y avait pas plus de lumière au-dessus, et comme mes mains me tiraient plus haut, je sus que l'ascension était cette fois terminée. La dalle qui servait de trappe menait à un étage dont la surface de pierre était de plus grande circonférence que la tour au-dessus. Bien sûr, le sol d'une chambre d'observation vaste et élevée. Je m'y déplaçai avec précaution, tentai d'empêcher la lourde dalle de retomber dans son encastrement, mais cela je ne pus l'empêcher. Comme je tombais à bout de fatigue sur le sol de pierre, j'entendis les sinistres échos de sa chute, espérant cependant qu'un levier me permettait éventuellement de la déplacer à nouveau. M'imaginant que j'étais maintenant à une hauteur prodigieuse, loin au-dessus de ces maudites branches d'arbres, je me traînais sur le sol et fouillais à tâtons en quête d'une fenêtre à travers laquelle je pourrais découvrir enfin le ciel et même la lune et les étoiles que j'avais si souvent croisées dans mes lectures. Mais chaque pas me décevait puisque tout ce que je trouvais, c'était de vastes rebords de marbre, chacun chargé d'odieuses boîtes oblongues d'une taille perturbante. Plus je réfléchissais, plus je m'étonnais de quel véritable secret pouvait demeurer dans ce haut appartement séparé depuis des éternités du château au-dessus. Alors, sans m'y attendre, mes mains rencontrèrent une ouverture où s'insérait une porte de pierre couverte d'étranges sculptures. L'éprouvant, je la découvris bloquée. Main dans une suprême explosion de force, je surmontai tous les obstacles et parvins à l'ouvrir en la tirant vers l'intérieur. En ce faisant, vint à moi la plus pure extase que j'eus jamais connue. Enfin, brillant tranquillement à travers une grille de fer forgé, en bas d'une courte volée de pierre, montant depuis cette porte que je venais de trouver, la lune pleine et radieuse, la lune que je n'avais jamais vue, sauf dans mes rêves, et de vagues visions que je n'ose qualifier de souvenirs. Persuadé maintenant que j'avais atteint le sommet ultime du château, je me hâtais de franchir ces marches au-delà de la porte, mais la lune soudainement voilée par un nuage, je trébuchai et dus continuer mon chemin plus lentement dans la nuit. Il faisait encore très sombre quand j'atteignis la grille, que je poussai doucement et trouvai déverrouillée, mais que je n'ouvris pas directement, de peur de tomber depuis cette hauteur impressionnante à laquelle j'avais grimpé. Alors, la lune surgit de nouveau.
Le plus démoniaque de tous les chocs est celui de l'inattendu abyssal, incroyable, jusqu'au grotesque. Rien de ce que j'avais pu autrefois supposer ne pouvait se comparer à ce qui me terrorisait maintenant et toutes ces merveilles bizarres qui m'étaient révélées. La vue en elle-même était aussi simple qu'elle était stupéfiante, puisque consistant en ceci seulement. Au lieu de l'étendue folle et désordonnée des signes d'arbres vus depuis plus haut qu'elle, le sol compact et rugueux commençait directement à ce même niveau, de l'autre côté d'une grille, surplombée d'entablements variés de marbre et de colonnes, et soumis à l'ombre d'une ancienne église de pierre, dont les arcs-boutants en ruine brillaient spectralement sous la lune. À demi inconscient, j'ouvris la grille et me redressai sur le chemin de gravier blanc qui s'éloignait dans deux directions. Mon esprit, assommé et chaotique comme il était, aspirait encore sourdement à la lumière, et même ces merveilles fantastiques qui y surgissaient n'auraient pu retenir mon élan. Je n'ai jamais su, ni ne m'en étais enquis, si mon expérience était celle de la folie, du rêve ou de la magie, mais j'étais bien déterminé à contempler à tout prix la brillance, la gaieté. Je ne savais pas qui ou ce que j'étais, ou ce qu'avait pu être ce qui m'entourait, mais tandis que j'avançais, je ne pouvais m'empêcher de prendre conscience d'une sorte de mémoire latente et effrayante, et mon chemin ne s'était pas fait au hasard. Je passais sous une arche et débouchais hors de la zone des entablements et colonnes, avançant désormais dans un paysage ouvert, parfois suivant le chemin existant, parfois l'abandonnant avec curiosité, pour traverser des prairies où subsistaient seulement quelques ruines, témoignant de la présence d'une ancienne route. Une fois même, je dus franchir à la nage une rivière, où des blocs écroulés et moussus de maçonnerie témoignaient d'un pont de longtemps effondré. 2 heures environ ont dû s'écouler avant que j'atteigne ce qui me semblait mon but, un très vieux château recouvert de lierre, dans un parc épaissement boisé, familier jusqu'à l'exaspération et d'une perplexe étrangeté. Je vis que les douves avaient été comblées et que quelques-unes des tours bien connues avaient été démolies et de nouvelles ailes construites pour ajouter à ma confusion. Mais ce qui pour moi était l'intérêt principal, le délice, c'étaient les fenêtres ouvertes, splendidement enflammées de lumière et portant au loin le bruit de festivités les plus gaies. Me rapprochant de l'une d'elles, je regardai à l'intérieur et vis une société habillée bizarrement, bien sûr, se divertissant, se parlant jovialement, les uns les autres. Je n'avais jamais, pensais-je, entendu une voix humaine auparavant, et pouvais seulement imaginer vaguement ce qu'on disait. Quelques-uns des visages semblaient animés d'expressions, m'évoquant des souvenirs incroyablement lointains, d'autres me demeuraient tout à fait étranges. Alors, je franchis la fenêtre la plus basse pour entrer dans la pièce brillamment éclairée, et ce fut aussi franchir, comme d'un singulier et large moment d'espoir, à la plus noire convulsion de désespoir, et en avoir conscience. Le cauchemar ne fut pas long à surgir. Dès que j'entrai, se produisit une des plus terrifiantes manifestations que j'eus jamais conçues. À peine avais-je passé le seuil qu'une peur soudaine et imprévue se saisissait de la compagnie, tordant les visages et provoquant les plus horribles cris de quasi toutes les gorges. L'envol fut général, et dans la clameur et la panique, plusieurs tombèrent en pâmoisson et furent traînés au dehors par leurs compagnons dans leur fuite folle. Beaucoup se couvraient les yeux de leurs mains, et leur course de sauvetage n'en était que plus aveugle et embarrassée, butant dans les meubles et heurtant les murs avant qu'ils aient pu rejoindre l'une des nombreuses portes. Les cris étaient choquants, et comme je restais seul et stupéfait dans l'appartement brillant et que disparaissait lentement leur écho, je tremblais à la pensée de ce qui avait pu ainsi les menacer, invisible auprès de moi. À la première inspection, la pièce semblait déserte, mais quand je m'avançai dans une des alcôves, il me sembla y détecter une présence, une sorte de mouvement, au-delà de l'arche dorée qui menait à une autre pièce, presque similaire.
Comme j'approchais de l'arche, je commençais à percevoir plus clairement cette présence. Alors, et ce fut le premier et le dernier son que j'ai jamais proféré, un ululement horrible qui me révolta de façon aussi poignante que sa cause nauséabonde. Je vis, dans la clarté la plus peine, la plus effrayante, cette monstruosité inconcevable, indescriptible, et qu'il vaut mieux taire, qui, par sa simple apparence, avait changé une société joyeuse en horde de fugitifs délirants. Je ne peux même pas reconstituer à quoi cela ressemblait, qui était un mélange de tout ce qui était sale, trouble, malvenu, anormal et détestable. C'était le fantôme morbide du délabrement, de l'antiquité, de la désolation, simulacre putride et dégoûtant d'une révélation malsaine, l'affreuse mise à nu de ce que la terre miséricordieuse devrait toujours cacher. Dieu sait que n'émanait pas son monde, ou bien que n'était plus de son monde. C'est à ma grande horreur que je vis, dans ce travestissement lubrique et aberrant d'une forme humaine, sa chair mangée et le dessin des os révélés, et dans un appareil moisi qui semblait lui-même se désintégrer d'une façon si indescriptible que cela m'effrayait encore. J'étais quasi paralysé, mais pas au point que je me puisse tenter de fuir. Trébucher en reculant ne put parvenir à briser le sort dans lequel le monstre sans nom et sans voix me tenait. Mes yeux, surveillés par les orbes vitreux qui les regardaient détestablement, refusaient de se clore. Bien que par chance je ne visse que flou, ils fixaient l'objet terrible, encore indistinct dans le choc. J'essayais de lever la main pour en repousser la vue, mes nerfs encore si secoussés que mes bras ne pouvaient obéir pleinement à mes volontés. Le tenter, cependant, suffisait à perturber mon équilibre, et j'eus dû dévaler plusieurs marches en avant pour éviter de tomber. Et comme je le faisais, je m'aperçus soudain et atrocement de la proximité de cette charogne dont je n'imaginais presque pouvoir attendre la dégoûtance et caverneuse respiration. À moitié fou, je me trouvais encore capable de tendre la main pour repousser l'apparition fétide qui me serrait si près. Et dans une seconde de cataclysme ou de cauchemar cosmique et d'un accident diabolique, mes doigts touchèrent la patte tendue et pourrie du monstre sous l'arche dorée. Je ne criais pas, mais toutes les goules démoniaques qui croisent dans le vent de la nuit crièrent pour moi, comme si, dans la même seconde, elles s'écrasèrent dans mon âme en une seule et fugace avalanche pour en annihiler la mémoire. À cette seconde précise, je sus tout ce qui avait été, me ressouvint bien au-delà du château terrifiant et de ses arbres, et reconnus le vieil édifice dans lequel je me tenais, et reconnus, c'est plus terrible que tout, l'abomination inavouable qui restait devant moi à me regarder alors que je retirais mes doigts souillés des siens. Mais dans le cosmos, il y a des baumes autant qu'il y a de l'amertume, et ce baume est Népenthes oubli. Dans la suprême horreur de cette seconde, j'oubliais ce qui m'avait horriflé, et la conception noire de la mémoire finit dans le chaos d'images en écho. Dans un rêve, je m'enfuis de ce lieu maudit et hanté, et courus rapidement et silencieusement sous le clair de lune. Quand je revins au cimetière de marbre et descendus les marches, je constatais que la dalle de pierre restait inamovible. Mais je n'en étais pas si marri, tant j'avais haï le vieux château et ses arbres. Maintenant, je voyage avec ces goules narquoises et amicales sur le vent de la nuit, et le jour, je joue parmi les catacombes de Nefrenka, dans la vallée cachée et inconnue de Hadot sur le Nil. Je sais que la lumière n'est pas pour moi, sinon celle de la lune sur les roches de la tombe de Neb, ni aucune gaieté, sinon les fêtes sans nom de Nitochoris sous la grande pyramide. Et dans cette vie sauvage et libre, j'en suis presque à apprécier l'amertume de l'aliéné. Pour autant que l'oubli m'est apaisé, je sais en permanence que je suis un étranger, un intrus dans ce siècle et parmi ceux qui sont encore des hommes. Ceci je le sais depuis que j'ai retiré mes doigts de cette abomination sous le grand cadre doré, retiré mes doigts et touché une surface lisse et rigide
de verre poli.